avec un regard vide, comme si elle avait déjà quitté ce monde. Monsieur Costello dit d'une voix tremblante au chef du service de neurologie « Je crains que nous n'ayons plus d'options ». Alejandro serra les poings. « Que voulez-vous dire ?» La maladie de Catherine a atteint son stade final. Aucune thérapie n'a fonctionné. C'est un trouble neuromoteur rare et dévastateur et il est incurable. Je suis prêt à payer n'importe quelle somme, le double, le triple de ce que je donne à cet hôpital. Je veux juste que vous sauviez ma fille, cria-t-il la voix rauque comme un homme qui se noie et s'accroche au plus mince espoir. Le médecin baissa la tête avec une expression triste mais détachée. Je suis vraiment désolé, monsieur. La voiture quitta l'hôpital au coucher du soleil, alors que le ciel de Madrid commençait à s'assombrir et qu'une légère neige se mettait à tomber. Les phares de la voiture illuminaient les minuscules flocons, leur donnant l'apparence d'éclats de verre brisés. Les rues étaient les pleines de monde, mais pour Alejandro, tout semblait flou et sans importance. « Arrêtez-vous à la Puerta del Sol », dit-il doucement au chauffeur. Javier, son assistant personnel depuis 12 ans, se retourna surpris. « Monsieur, il fait très froid dehors. » La voiture ralentit et s'arrêta sur la célèbre place où les gens célèbrent habituellement le Nouvel An. Mais maintenant, il n'y avait que des pas silencieux et le sifflement du vent qui s'infiltrait par les fenêtres. Alejandro ouvrit la portière et sortit. Le vent, froid comme une lame, lui fouetta immédiatement le visage. Il ajusta son manteau, fit quelques pas et s'arrêta à un coin de rue où un jeune garçon noir vendait des mouchoirs en papier. Le garçon avait environ 12 ans, le visage hâlé par le soleil et des yeux profonds, inhabituels. Il ne proposait pas sa marchandise et ne tendait pas la main pour de l'argent. Il se tenait simplement là, fixant l'homme avec insistance. Le regard du garçon provoqua une douleur aiguë dans la poitrine d'Alejandro, comme si quelqu'un avait touché sa blessure la plus profonde. « Comment t'appelles-tu » demanda Alejandro d'une voix rauque. « Amadou » répondit le garçon très bas, presque dans un murmure. L'homme sortit son portefeuille avec l'intention de donner quelques billets au garçon. Amadou secoua la tête et dit doucement « Je sais comment guérir votre fille. » Alejandro se figea. Un long silence s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis il éclata d'un rire rauque, sarcastique et plein de colère. « Pour qui te prends-tu ? Un petit prophète ou un escroc des rues ?» Amadou ne répondit pas. Son regard resta fixe et inébranlable. « Quelqu'un comme vous ne croit pas au miracle, » dit calmement le garçon. « Qui ? Mais votre fille a besoin de quelqu'un qui est déjà revenu de cette maladie. Tais-toi !» La voix d'Alejandro devint glaciale. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu crois pouvoir exploiter ma douleur pour obtenir de l'argent ? Va-t'en avant que j'appelle la police. » Javier s'avança rapidement pour protéger son patron. « Qu'est-ce que ce gamin a dit ?» « Des bêtises, » répondit Alejandro, tremblant de rage. « Découvrez qui il est. Je veux connaître tous les détails. » Javier hocha la tête. « Je lance une enquête immédiatement. » Alejandro retourna à la voiture, le cœur en tumulte. La phrase du garçon « Je sais comment guérir votre fille » résonnait dans sa tête comme une mélodie obsédante. Cette nuit-là, dans son élégant bureau aux boiseries de noyer, Alejandro se tenait devant un grand portrait de Catherine accroché au-dessus de la cheminée. Sur la photo, la jeune fille rayonnait d'un grand sourire à côté de son chien blanc, Belka. Ses yeux respiraient la vitalité. Maintenant, ces mêmes yeux n'étaient qu'un que des taches ternes, vides d'âme et d'émotion. « Ma fille, » murmura-t-il, « s'il existe ne serait-ce qu'une chance sur 1 million, même si elle vient d'un inconnu, je la saisirai. »« Vous avez dit quelque chose, monsieur ?» demanda Javier en entrant avec une pile de documents. « Qu'est-ce que c'est ? Un dossier préliminaire sur Amadou. » Alejandro s'assit dans son fauteuil en cuir, prit le dossier et commença à le parcourir. Il a 12 ans, né à Dakar, au Sénégal. Sa mère Fatou est veuve. Ils sont arrivés en Espagne en 2013 et vivent maintenant dans le quartier de Valdecantos, lut Javier. Il a fréquenté l'école primaire Elva, mais a été renvoyé il y a 3 ans pour avoir raconté des histoires superstitieuses et promu des méthodes de traitement inappropriées. Javier jeta un coup d'œil au dossier. Il a souffert d'un léger trouble neuromoteur. Il s'est rétabli sans traitement particulier. Les yeux d'Alejandro s'écarquillèrent. Rétabli sans médicaments ? Oui. Sa mère, Madame Fatou, a suivi une formation d'infirmière au Sénégal. Elle dit avoir utilisé la thérapie par le mouvement, le massage, la musique et le soutien émotionnel pour aider son fils à guérir. Alejandro jeta le dossier sur la table. Des illusions. Des contes de fées que les pauvres inventent pour garder espoir. J'ai besoin de médecins, pas de guérisseurs anonymes d'Afrique.
Javier resta silencieux, mais ses yeux montraient qu'il n'était pas entièrement d'accord. Dehors, la neige continuait de tomber. Sur un banc de pierre à Valdecantos, Amadou était recroquevillé dans un vieux manteau. Il leva les yeux vers le ciel noir, puis ferma doucement les yeux. « Katia, tu n'as pas à mourir, car j'y suis allé et j'en suis revenu. » Le lendemain matin, dans la vaste demeure des Costello, la lumière hivernale filtrait à travers les grandes fenêtres mais ne parvenait pas à dissiper la sensation de froid. Il était assis seul à une table à manger de 10 mètres de long. La tasse de café devant lui était froide sans la moindre vapeur. La gouvernante Isabelle, une Espagnole d'âge mûr, originaire de Valence, prit la parole avec douceur. « Monsieur Castillo, désirez-vous manger quelque chose ? Je n'ai pas faim. Y a-t-il des nouvelles de l'hôpital, monsieur ?» Il ne répondit pas. Isabelle déglutit, sachant pertinemment qu'il valait qu'au mieux se taire. Elle travaillait pour la famille Costello depuis près de 20 ans. Elle avait vu Katia grandir depuis son plus jeune âge et avait entendu ses rires dans le jardin. C'est elle qui avait essuyé les larmes d'Alejandro la première nuit de l'hospitalisation de Katia. Le téléphone sonna. Alejandro répondit. « C'était Javier. Monsieur, je suis à Alicante. Avez-vous parlé à la mère du garçon ?»« Zoxan. Oui, monsieur. Elle s'appelle Fatou. Nous avons communiqué par l'intermédiaire d'un traducteur d'une organisation non gouvernementale qui soutient les immigrés. » Qu'a-t-elle dit ? Elle insiste sur le fait qu'elle a guéri Amadou avec sa propre thérapie, sans médicaments, en utilisant uniquement des exercices physiques, de la musique et un soutien émotionnel. Alejandro eut un rire sec. Encore la même histoire. « Voulez-vous que j'organise une rencontre avec elle ? » ?»« Non, ne me ridiculisez pas devant les médecins. Je ne crois pas à ces sornettes sur l'instinct africain. Ça peut tromper les ignorants, mais pas moi. »« Je comprends, » répondit lentement Javier. « Mais il y a autre chose. » »« Quoi donc ? » L'hôpital où Amadou a été soigné était le Gregorio Marañón, et le médecin qui le suivait était Diego Torres. Le silence devint lourd, comme du plomb. Alejandro posa lentement sa tasse sur la table. « Diego ? Vous êtes de sûr ? C'est clairement indiqué dans le dossier, mais le nom du patient était crypté. Nous l'avons découvert uniquement parce qu'un vieux dossier a été retrouvé par hasard dans un entrepôt. Il n'est pas dans le système principal. Envoyez-moi tout immédiatement. » Au même moment, à l'hôpital Gregorio Marañón, le docteur Diego Torres se trouvait dans une salle de conférence avec le directeur de l'hôpital et plusieurs collègues. « Je viens de recevoir une information », dit Diego en tenant un rapport. « Le financement de la fondation Costello sera prolongé de 6 mois. Nous devons préparer un rapport détaillé sur les progrès de nos recherches sur les maladies neuromotrices. » Une jeune infirmière nommée Sofia leva la main. « Docteur, j'ai une question. L'année dernière, en triant les archives dans l'ancien entrepôt, j'ai trouvé un cas de guérison sans explication claire. Le nom du patient était crypté, mais la signature du médecin traitant était la vôtre. » Diego se figea. Un silence complet s'abattit sur la pièce. Il esquissa un léger sourire et fit un geste de la main. « Ah, ce n'était qu'une petite erreur administrative. Ce patient ne souffrait pas réellement d'un trouble neuromoteur. Le diagnostic initial était incorrect. Rien d'important. » Sofia s'apprêtait à ajouter quelque chose, mais elle surprit un regard subtil du chef des ressources humaines et se tut. Diego serra légèrement le poing. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Au fond de lui, il savait parfaitement que si le dossier d'Amadou venait à être révélé, toute sa réputation, les fonds de la fondation et son prestige s'effondreraient là comme un château de cartes. Il avait même invité Fatou à travailler comme assistante de recherche, mais l'avait renvoyée quelques jours plus tard en raison de son manque de diplôme médical officiel. Des choses comme la foi, le massage et la musique traditionnelle ne peuvent pas être qualifiées de traitement, lui avait-il crié au visage. Et pourtant le garçon, Amadou, avait guéri sans médicaments ni médecin. C'était quelque chose que Diego ne pouvait accepter. Alicante était un quartier pauvre du sud de Madrid. Des rues étroites et jonchées d'ordures et des murs couverts de graffitis entouraient des habitations de fortune faites de tôle et de bois pressé. Amadou était accroupi sous un auvent, essuyant soigneusement des mouchoirs en papier pour les vendre propres. Sa mère Fatou cuisinait une soupe de lentilles dans une vieille casserole rouillée. « Maman, j'ai revu le millionnaire aujourd'hui, » dit Amadou. « Oui, mais il ne me croit toujours pas. »« Je lui ai dit la vérité pourtant. » Fatou le regarda avec un mélange de tendresse et de tristesse. « Son sorsortance, ça... On ne nous a jamais compris, Amadou. Mais tu n'as pas besoin qu'il te comprenne. Tu as besoin que Katia te comprenne. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et si Katia ne guérit pas ? Fatou s'approcha et posa une main sur son épaule. Tu as déjà gagné une fois.
Ce n'était pas parce que je suis infirmière ou grâce aux exercices, mais parce que tu n'as pas abandonné. Si Katia voit ça, tu l'auras déjà aidée. » Ils se turent. Dehors, des nuages sombres s'amoncelaient, annonçant une tempête. Cette nuit-là, Alejandro était seul dans son bureau au manoir Costello. Javier frappa un entra, tenant un nouveau dossier. « Monsieur, vous devez voir ça. » Alejandro le prit et le feuilleta rapidement. C'étaient des images de rapports datant de 5 ans. Des tampons, la signature de Diego, des graphiques de récupération musculaire et la photo d'un jeune garçon noir au visage flou mais aux yeux reconnaissables. « C'est lui ? » ?»« Oui, monsieur. Le nom du patient était codé AR18B, mais toutes les données correspondent. Diego a caché cela tout ce temps. C'est très probable, et nous l'avons financé à hauteur de plus de 3 millions d'euros ces 2 dernières années. » Alejandro se renversa dans son fauteuil, épuisé, comme s'il venait d'être frappé. Ses mains tremblant légèrement, un mélange de colère et d'amertume bouillonnant en lui. Pendant tout ce temps, il avait fait confiance à l'homme en blouse blanche, alors que le garçon qui vendait des mouchoirs disait la vérité. « Javier ? » ?»« Oui, monsieur. Je veux tout savoir sur cette femme nommée Fatou. Pas en tant que mère, mais en tant que thérapeute. Je m'en occupe immédiatement. » Alejandro regarda par la fenêtre. La neige tombait toujours, mais maintenant elle ne lui semblait plus entièrement blanche et dénuée de sens. Quelque chose commençait à changer. 1 semaine plus tard, Madrid se réveilla sous la pluie. Une averse hivernale tambourinait sur les toits, plongeant la ville dans une humeur mélancolique. Dans un grand bureau au 3e étage du bâtiment de la Fondation Costello, Alejandro était assis en silence, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Une vidéo tournait, récupérée des caméras de sécurité de l'hôpital Gregorio Marañón le jour de l'admission d'Amadou. Javier, debout derrière lui, murmura « Ce clip était crypté, mais nos techniciens ont réussi à le restaurer. Regardez la femme qui marche à côté du garçon. » Alejandro zooma sur l'image. Une femme vêtue d'un vieux manteau tenait un enfant qui souffrait de spasmes. Elle ne paniquait pas. Son regard était ferme, ses lèvres bougeaient, comme si elle chantait quelque chose. Ses mains se mouvaient, en rythme, soutenant le corps du garçon, comme pour guider la douleur hors de lui. « C'est Fatou, » dit doucement Alejandro. Oui, et le garçon avait alors 8 ans. Le rapport médical fait état d'une crise de 45 minutes. Mais 3 jours plus tard, il a pu se relever tout seul. Alejandro resta immobile. D'un côté, un jeune garçon, exclu du système médical traditionnel, de l'autre, sa propre fille, clouée au lit. « Je suis peut-être en train de laisser passer ma chance, » murmura-t-il. Javier posa une main sur son épaule, hésitant. « Peut-être, mais il n'est pas trop tard. » Cette nuit-là, au manoir Costello, un vent fort soufflait. Katia était allongée dans son lit, le visage pâle, les lèvres sèches et gercées. Le respirateur fonctionnait de manière régulière, mais ses signes vitaux déclinaient en... Le docteur Torres entre avec une infirmière. « Son état s'est considérablement aggravé, » dit-il en regardant le moniteur cardiaque. « Je crains qu'elle ne passe pas la nuit. » Alejandro se tenait près du lit, serrant fermement la main de sa fille. « Vous aviez promis de la sauver, » dit-il, la voix basse mais remplie de fureur. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, » répondit Diego en haussant les sourcils. « Vous savez que cette maladie est irréversible. » Alejandro se détourna sans un mot de plus. Diego jeta un rapide coup d'œil à l'infirmière et quitta la pièce. Dehors, le vent secouait les fenêtres. Une nuit sombre tombait, non seulement dans le ciel, mais aussi dans son âme. Au même moment, à Valdecantos, Amadou était assis à sa table de fortune, parcourant des pages de dessins et de notes écrites par sa mère. « Que vas-tu faire ?» demanda Fatou en posant un bol de soupe chaude sur la table. « Je vais au manoir Costello. Il pleut à verse, ils ne te laisseront pas entrer. Je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste aider. Je sais ce que c'est d'être là, incapable de bouger, pendant que tout le monde vous croit déjà parti. » Fatou resta silencieuse un instant avant de répondre « Prends l'écharpe que je t'ai tricotée, il fait froid. Et souviens-toi, s'il te rejette, sois gentil quand même. » Amadou hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Il enfila son vieux manteau, enroula l'écharpe autour de son cou et sortit sous la pluie battante. La clôture du manoir Costello mesurait près de 3 mètres de haut, avec 2 gardes à l'entrée. Ils furent de surpris de voir Amadou apparaître, trempé de la tête aux pieds. « Hé, où vas-tu, gamin ?»« Je veux voir monsieur Alejandro Castillo. Je lui ai parlé une fois de Katia. » Les 2 hommes échangèrent un regard. L'un d'eux rit. « C'est le garçon au mouchoir. Allez, gamin, il pleut. Rentre chez toi. » Amadou recula de quelques pas, puis releva la tête avec un regard déterminé. « Je ne demande pas d'argent. J'ai été honnête. Je peux l'aider. » Ces paroles portèrent à travers la pluie
jusqu'au balcon où Alejandro se tenait et observait. Il se figea. À cet instant, il se souvint de Katia à l'âge de 8 ans, assise près de la fenêtre et disant « Papa, je veux aller sur la place et donner des mouchoirs aux inconnus. » Alejandro s'appuya sur la balustrade et cria « Javier, laissez entrer le garçon !» Amadou entra dans l'immense maison, dégoulinant d'eau. Il ne tremblait pas. Il regardait simplement fixement l'homme assis sur le canapé. « Je ne demande qu'une seule chance, 1 heure. » Alejandro hocha la tête. 1 heure. S'il n'y a aucun résultat, tu partiras. Oui, monsieur. Katia gisait immobile dans son lit, respirant doucement à travers le tube du respirateur. Amadou s'approcha sans hâte, s'assit près du lit, enleva son écharpe et la posa délicatement sur la main de la jeune fille. « Tu me reconnais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Il n'y eut aucune réponse, mais les yeux de Katia, bien qu'immobiles, tressaillirent légèrement. Amadou continua. « J'étais ce garçon qui pleurait, qui ressentait la douleur et la peur, mais quelqu'un m'a chanté des chansons. Quelqu'un a cru que j'étais encore là. » Le garçon prit la main de Katia et commença à masser doucement chacun de ses doigts. « Tu entends la pluie ? C'est comme la fois où j'avais le plus peur, mais j'ai réussi à surmonter cette peur. » Alejandro se tenait à proximité, retenant son souffle. Javier, tenant son téléphone, enregistrait la scène. Non pas comme une preuve, mais comme un moment sacré. 1 minute passa, puis 2, puis 3. Soudain, la main de Katia bougea légèrement. Amadou ne dit rien, se contentant de sourire. Katia cligna des yeux pour la première fois depuis des semaines. Alejandro se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés. « Katia, tu m'entends ? Ma fille !» Les lèvres de la jeune fille bougèrent légèrement. Une expiration plus longue se fit entendre. « Papa. Papa. » Le mot n'était pas entièrement formé, mais c'était suffisant pour le faire tomber à genoux. Alors qu'il serrait sa main, ses larmes se mêlèrent à la pluie qui tambourinait encore sur l'auvent. En bas, Doña Isabel observait en silence depuis la fenêtre. Elle se tourna vers Javier, qui venait de descendre. C'est un véritable miracle. Peut-être que parfois ce que la médecine ne peut expliquer vient par la foi, murmura Javier. C'est que ce garçon est inhabituel. Non, mais il est l'espoir. Dès l'instant où Katia montra sa première réaction, l'atmosphère dans le manoir Costello changea complètement. Les pas feutrés et la peur de la mort furent remplacés par l'émerveillement et un espoir fragile. Même Doña Isabel, qui essuyait chaque matin le visage de Katia comme si elle nettoyait une statue sans vie, sentit maintenant une chaleur sur la joue de la jeune fille. Alejandro quittait rarement la chambre de sa fille, observant chacun de ses petits mouvements et les notant dans un carnet. Plus important encore, il ne s'opposait pas à la présence d'Amadou. Au contraire, il lui demanda même « As-tu besoin de quelque chose ? Des instruments, de la musique, n'importe quoi ?» Amadou secoua la tête. « J'ai besoin de ma mère, car tout ce que je sais, je l'ai appris d'elle. » Javier exauça immédiatement sa demande. Quelques heures plus tard, une voiture noire et brillante s'arrêta dans le quartier pauvre d'Alicante. Fatou en sortit. La même femme simple avec un foulard de couleur terre sur la tête et un vieux sac en tissu contenant ses affaires. « Bonjour, dit-elle en s'inclinant légèrement. « Oui, je suis Fatou. Monsieur Costello vous invite au manoir pour prendre soin de mademoiselle Catherine, avec salaire et logement, bien sûr. » Fatou secoua doucement la tête. « Je n'irai pas pour l'argent, mais pour Katia. » À l'hôpital Gregorio Marañón, le docteur Torres commença à se sentir mal à l'aise. Des infirmières chuchotèrent dans son dos. Quelques dossiers de médicaux qu'il croyait perdus étaient maintenant mentionnés lors de réunions internes, mais ce qui l'effrayait le plus était un message d'Alejandro. « Je veux vous parler seul de cette ancienne affaire. » Diego serra les dents dans son bureau. Il ne pouvait pas laisser tout s'effondrer à cause d'un pauvre garçon noir et d'une femme africaine sans diplôme. Ce ne pouvait pas être vrai. De retour au manoir, Fatou gagna rapidement la confiance du personnel de maison, malgré leur regard initialement méfiant. Isabelle était particulièrement réticente. Alejandro la prit discrètement à part. « Allez-vous vraiment laisser une étrangère qui plus est sans diplôme s'occuper de mademoiselle Catherine ? Isabelle, vous vous occupez de Katia depuis qu'elle est bébé. Je comprends votre inquiétude, mais sans cette femme, ma fille n'aurait aucune chance. Elle a déjà accompli un miracle avec son fils. J'ai été témoin de quelque chose qui commence à se produire. » Isabelle pinça les lèvres et baissa la tête. « Très bien. Si c'est votre décision, je ne m'y opposerai pas, mais je la surveillerai de près. » Dans les jours qui suivirent, Fatou et Amadou travaillèrent en parfaite harmonie. Chaque matin, Fatou s'approchait de Katia et fermait les yeux un instant, comme pour sentir l'énergie vitale restante. Elle disait « Amadou, regarde, son rythme cardiaque est plus stable, sa peau est plus rose. »
Aujourd'hui, nous allons utiliser la musique. » Elle sortait une vieille radio et jouait une douce mélodie sénégalaise au rythme de tambours réguliers, aussi douce que les vagues sur le rivage. Amadou s'asseyait à côté de Katia, lui massant la main en rythme. « Katia, te souviens-tu du chant des moineaux ? Chaque matin sur la Plaza del Sol, tu courais après eux. » Alejandro se tenait près de la porte, observant sans intervenir, les yeux fixés sur les réactions les plus subtiles. Ce jour-là, quelque chose d'étonnant se produisit. Katia bougea clairement les yeux quand Amadou passa une petite cloche devant elle. Elle essaya même de suivre le faisceau d'une lampe de poche avec son regard. « Papa !» Un murmure s'échappa de ses lèvres, comme une légère brise. Alejandro se précipita vers elle, tomba à genoux et lui prit la main. « Tu m'as appelé, Katia ?» Elle ne dit rien de plus, mais les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement pour la première fois en près de 7 mois. Isabelle entra avec une serviette fraîchement lavée à la main. Elle se figea en voyant la scène, le visage pâle. Après quelques secondes de silence, elle murmura « Mon Dieu !» Cette nuit-là, Diego se rendit en personne au manoir Costello. Il pleuvait de nouveau. Il portait un manteau et un chapeau noir et traversa rapidement l'entrée lorsque les gardes ouvrirent les portes. Javier l'accueillit dans le hall avec un regard froid. « Vous êtes en retard ?» « J'avais une réunion avec le conseil médical, » répondit sèchement Diego. « Où est Monsieur Castillo ?»« Dans la chambre de sa fille. Mais vous n'irez pas là-bas, il vous attend dans son bureau. » La porte se referma derrière lui. Dans la pièce silencieuse, Alejandro était assis à son bureau et n'offrit pas de siège à Diego. « J'ai tout lu, » dit-il d'un ton neutre. « Le dossier sur l'affaire AR-18B. Le rapport signé par vous mais jamais soumis au comité d'éthique. Pourquoi ?» Diego fronça les sourcils. « C'était une erreur. Il n'était pas clair à l'époque si l'enfant était réellement malade. »« Êtes-vous sûr que c'était une erreur ?» La voix d'Alejandro se fit plus basse. « Parce que j'ai un autre rapport, sauvegardé par l'infirmière Sofia, qui mentionne des crises de compatibles avec un trouble neuromoteur aigu. Et de plus, j'ai la vidéo des caméras de sécurité de l'hôpital. » Diego commença à transpirer. « Monsieur Castillo, je ne l'ai pas fait avec de mauvaises intentions. Je voulais simplement maintenir la rigueur scientifique. Leur méthode est une pseudothérapie sans fondement. Si vous les croyez, vous perdrez toute foi en la médecine moderne. Je ne perdrai rien. La seule chose que je risque de perdre, c'est ma fille si je continue à vous écouter. » Un léger bip se fit entendre. Javier enregistrait toute la conversation sur un téléphone caché dans sa poche. Diego le remarqua et se leva d'un bond, furieux. « C'est un piège. C'est comme ça que vous jouez ?» Alejandro le regarda dans les yeux sans ciller. « Je veux juste savoir qui a privé ma fille d'une chance de vivre. Et maintenant, je sais. » Plus tard cette nuit-là, après le départ de Diego en colère, Fatou était assise dans le salon, égrenant un chapelet en bois. « Vous priez ?» demanda Isabelle en s'approchant. « Je rends grâce, » répondit Fatou. « Pas à Dieu, précisa-t-elle, mais à elle parce qu'elle a choisi de vivre. » Isabelle regarda la femme devant elle, qu'elle considérait il y a quelques jours encore comme une étrangère inutile. Mais maintenant, avec son regard calme et sa voix aussi douce que la pluie, elle voyait en Fatou quelque chose que les diplômes universitaires ne pourraient jamais donner. L'humanité. « Je me suis trompée à votre sujet, » dit doucement Isabelle. Fatou sourit. « Ce n'est pas une erreur de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime. L'erreur est de ne pas décider, de le réparer. » Le lendemain matin, Madrid restait grise. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd et humide. Au manoir Costello, tout le monde s'était levé plus tôt que d'habitude. C'était un nouveau jour, mais personne ne se sentait serein. Dans la chambre de Katia, Amadou massait doucement les doigts de la jeune fille en fredonnant une mélodie africaine simple et rythmée. À côté, Fatou réglait un petit lecteur de musique avec un enregistrement de vagues et de mouettes, qui selon elle stimulait les centres émotionnels du cerveau de Katia. « Le rythme du tambour a fonctionné hier, » dit doucement Fatou. « Aujourd'hui, essayons de combiner les sons de la nature avec le massage des doigts. » Amadou hocha la tête, les yeux brillants d'excitation. Alejandro se tenait silencieusement à la porte, observant. Une semaine plus tôt, il aurait voulu chasser ce garçon de sa propriété et considérer cette femme comme une fraudeuse. Maintenant, son cœur s'allégeait un peu chaque fois que Katia clignait des yeux ou bougeait à peine le bout de ses doigts. Doña Isabelle entra avec un verre de jus d'orange et quelques biscuits. Elle les posa délicatement sur la table de chevet et s'adressa à Amadou. « As-tu déjeuné, mon garçon ?»« Oui, madame, merci beaucoup. » Isabelle regarda Katia un instant, puis se tourna vers Fatou. On dirait que la petite ne se sent plus seule. Fatou sourit doucement. Et c'est le premier pas vers le retour. À l'hôpital Gregorio Marañón, le silence habituel de la salle de conférence fut rompu par une discussion animée.
Docteur Torres, je vous le demande à nouveau, pourquoi le nom du patient AR18B est-il absent du rapport final de cette année ? Le président du conseil médical, le docteur Ramirez, frappa du poing sur la table. Diego essaya de rester calme. C'était un diagnostic erroné. J'ai décidé de ne pas l'inclure car il n'y avait pas de preuves scientifiques. Et parce que le patient était un enfant à la peau foncée d'un quartier pauvre, avec une mère immigrée sans diplôme universitaire, rétorqua froidement Ramirez. L'atmosphère dans la pièce se glaça. La jeune infirmière Sofia, qui avait mentionné le cas pour la première fois, regarda fixement Diego et brandit une copie du dossier. « J'ai entre les mains un rapport de traitement détaillé avec votre signature. Il y est indiqué que le patient s'est rétabli après 3 mois de traitement à domicile avec sa mère. Il inclut un protocole d'exercice et des réactions positives. » Diego déglutit difficilement. « Monsieur Castillo est déjà au courant, » poursuivit Ramirez. « J'ai reçu une plainte officielle de son bureau. Une enquête interne est en cours. Vous êtes suspendu de vos fonctions. » Diego bondit sur ses pieds. « Vous détruisez ma réputation pour un gamin des rues. »« Nous restaurons la dignité de la médecine, » répondit fermement Ramirez. La nouvelle de la suspension de Diego se répandit instantanément. Certains médias numériques commencèrent à remettre en question la transparence de ses recherches. Un célèbre journal médical publia même un article intitulé « L'histoire étouffée de l'enfant miracle d'Alicante ». Alejandro, assis dans son bureau, lisait chaque ligne, sentant son monde basculer en. Pendant des années, il s'était cru capable de choisir et de faire confiance aux bonnes personnes, mais il avait en réalité financé, à hauteur de millions, quelqu'un qui cachait une chance de survie pour le bien de son propre ego. À ce moment-là, Javier entra. « Voulez-vous que j'organise une conférence de presse ? » « Pas encore, je ne veux pas que Katia, le garçon ou Madame Fatou deviennent un spectacle médiatique. » Alejandro leva la tête. « Je veux qu'ils restent, mais je leur demanderai, je ne les forcerai pas. » Cette nuit-là, pendant que Katia dormait paisiblement, Alejandro invita Fatou et Amadou dans le jardin arrière où Katia avait l'habitude de lire le soir. Le personnel avait préparé une table à thé avec une lumière chaude éclairant doucement leur visage. Une légère brise apportait le parfum du jasmin et le murmure de l'eau d'une fontaine voisine. Alejandro rompit le silence. « Je ne suis pas très doué pour exprimer ma gratitude, mais aujourd'hui, je dois apprendre. » Amadou baissa la tête. « J'ai juste fait ce qu'on a fait pour moi un jour. » Fatou posa une main sur la table. « Nous ne cherchons pas la gratitude. Nous voulons que Katia vive. » Alejandro pinça les lèvres et hocha la tête. Après un instant, il ajouta « Je comprends que votre présence ici ne soit pas confortable pour tout le monde. Il y a ceux qui ont encore des doutes, et il y aura sûrement des rumeurs. Si vous le souhaitez, je peux vous offrir un appartement près du centre de réadaptation que je construis. » Fatou le regarda et sourit légèrement. « Si vous pensez que je peux aider Katia, il vaut mieux que je sois près d'elle, que ce soit dans le manoir ou dans une tente dans le jardin. » Alejandro resta silencieux un moment, puis, pour la première fois depuis de nombreux mois, il rit sincèrement. « Très bien. Je vais demander à Isabelle de vous préparer une chambre, à vous et à votre fils. » Amadou leva la tête, les yeux brillants. « Pourrais-je avoir un petit tambour comme celui de ma mère ?» Alejandro posa une main sur son épaule. « Tu auras un tambour et tout ce dont tu as besoin pour guérir Katia. » Le lendemain matin, alors qu'une douce lumière du soleil filtrait dans la chambre de Katia, les mouvements se répétèrent. La jeune fille en parvint à lever le poignet et à tourner la tête vers le son des oiseaux que Javier diffusait via une enceinte Bluetooth. Isabelle, debout près du lit, eut le souffle coupé. Ses yeux suivaient la lumière. Amadou s'approcha avec un petit tambour entre les mains et commença à taper doucement un rythme régulier. « Tu connais ce son, n'est-ce pas ? La première fois que je l'ai entendu, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Mais maintenant, je joue pour toi. » Une expiration douce se fit entendre, Katia ferma les yeux et les rouvrit. Cette fois, son regard n'était plus vide. Il y avait une réaction. Fatou se tourna vers Alejandro. « Vous voyez, ce n'est pas le corps, mais l'âme de la jeune fille qui répond. » Alejandro ne répondit pas. Il baissa la tête et se couvrit les yeux de ses mains tremblantes. Ce n'était pas de fatigue, mais parce que, pour la première fois, il pleurait non pas de douleur, mais d'une foi nouvelle, qui venait de naître. 4 jours plus tard, Katia montrait des progrès évidents. Ses premiers mouvements n'étaient en plus de simples réflexes inconscients, mais des signes distincts de conscience, comme une lumière revenant progressivement de l'obscurité. Toute la pièce semblait transformée. D'un lieu de désespoir, elle devenait un espace d'espoir, et le silence de la mort se muait en une faible lueur de vie. Alejandro ne voyait plus Amadou comme un garçon vendant des mouchoirs.
Il était celui qui avait ouvert la porte de l'espoir, qui avait regardé la peur dans les yeux et osé dire que la guérison n'est possible qu'avec une foi en des choses que la science ne peut expliquer. Chaque matin, Fatou, Amadou et Katia commençaient leur journée par une petite séance. Les trois s'asseyaient en cercle. Katia posait ses mains sur le petit tambour qu'Amadou avait apporté. Parfois, elle tapait à un rythme simple, d'autres fois, elle fermait les yeux et respirait au rythme des battements doux. Fatou lui enseignait de légers exercices de mobilité avec une tendresse et une fermeté qui marquaient les premiers pas d'un long chemin. « Tu te souviens de ce rythme ?» demanda Amadou en frappant à nouveau le tambour. Katia hocha lentement la tête, ses lèvres bougeant légèrement. « Papa ?» C'était la deuxième fois qu'elle l'appelait, mais cette fois avec plus de clarté. Alejandro se tenait immobile près de la porte. Il avait encore du mal à croire ce qu'il voyait, mais une étrange foi qu'il avait perdue depuis de nombreux mois commençait à grandir en lui. Isabelle se tenait à ses côtés, toujours réservée. « Monsieur, je remarque quelque chose de différent. » Alejandro pinça les lèvres, un léger sourire sur le visage. « Peut-être, Isabelle, mais n'oublions pas que nous devons encore être patients. Mais je l'ai déjà vu. » Katia suit la lumière. Ses yeux brillent. Alejandro ne répondit pas tout de suite. Il entra dans la pièce et s'approcha du lit. Chaque pas résonnait dans le silence, tous menant à un seul point, l'espoir. Katia appela doucement son nom. La jeune fille Rançon ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose en elle commençait à s'éveiller. Ses yeux se tournèrent lentement vers lui, comme si elle reconnaissait la présence de son père. « Papa » dit Katia. Sa voix était encore faible mais pleine de détermination. Alejandro ne put retenir ses émotions. Il s'assit au bord du lit et lui prit la main. « Tu as dit mon nom, pour de vrai. » Les larmes d'Alejandro coulaient sans cesse. Il avait lutté si longtemps contre la douleur, s'accrochant à la vie de Katia avec des machines et des statistiques. Et maintenant, Katia revenait à la vie, non pas grâce à quelque chose d'invisible, mais grâce à sa propre force et au soutien de son entourage. « Merci, murmura-t-il. » Pendant ce temps, dans le bureau d'Alejandro, l'enquête sur le docteur Diego Torres s'intensifiait. Des rapports de fraude médicale et de dissimulation de dossiers de patients commençaient à faire surface. Javier lui tendit silencieusement un dossier épais. À l'intérieur se trouvaient des preuves irréfutables que Diego avait cachées de nombreux cas importants, simplement pour protéger ses propres intérêts. « Nous ne pouvons pas laisser cet homme continuer à manipuler tout le monde », dit Javier en regardant fixement Alejandro. Alejandro resta silencieux, serrant fermement le dossier. Avec un soupir, il le referma. Il est temps de dire la vérité au public. Le lendemain, Alejandro organisa une conférence de presse. Son nom était connu dans toute la ville et l'événement attira une large attention. Dans la grande salle de presse du bâtiment de la Fondation Costello, journalistes et reporters attendaient un tas des explications. Ils avaient beaucoup entendu parler de Katia, mais ils ne connaissaient pas l'histoire derrière sa guérison miraculeuse. Alejandro se tint devant le micro, le visage sérieux, mais ses yeux cachèrent une joie particulière, un bonheur calme et une fierté sincère. Il prit une profonde inspiration et commença. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux partager une histoire qui parle non seulement de foi, mais aussi de vérité. Ma fille, Katia, a été immobile pendant des mois, piégée dans mon désespoir et celui de ses médecins. Mais à la fin, c'est un enfant, Amadou, qui nous a montré une autre voie, un chemin qui ne nécessite pas de médicaments, mais la foi, la persévérance et l'amour d'une mère. » La salle devint silencieuse, remplie de regards curieux et de chuchotements. Alejandro continua. « Aujourd'hui, je veux parler de la contribution de Madame Fatou, la mère d'Amadou, une femme que la médecine a ignorée simplement parce qu'elle n'a pas de diplôme, mais qui possède quelque chose de bien plus puissant, un cœur plein d'amour. C'est elle qui, en utilisant des méthodes simples et une patience indomptable, a aidé son propre fils à guérir et aide maintenant ma fille à vivre. » Certains journalistes prenaient maintenant des notes fébrilement, tandis que d'autres exprimaient leur surprise et même leur scepticisme. Mais il n'y a pas de place pour la tromperie dans cette histoire. Diego Torres, le médecin responsable du cas de Katia, a non seulement dissimulé la vérité, mais a également violé des principes éthiques fondamentaux. Par intérêt personnel, il a transformé la souffrance de ma fille en une source de profit, cachant une guérison miraculeuse par peur de perdre son prestige. Je demande une enquête officielle sur ses agissements par le conseil médical. » Les derniers mots d'Alejandro résonnèrent comme une forte averse, et la salle plongea dans un silence complet. Tout le monde le regardait comme un leader, non seulement dans le monde de la philanthropie, mais aussi dans la lutte pour la vérité et la justice. Après la conférence, le tollé public fut incessant.
Les médias diffusèrent ainsi l'histoire d'Amadou, de Fatou et de Katia. Certains médecins commencèrent à remettre en question les méthodes de traitement traditionnelles. D'autres admiraient le courage et le dévouement de Fatou qui avait sauvé son fils. Amadou ne prêta aucune attention à tout ce bruit. Il continua à travailler avec Katia, l'aidant chaque jour à se rapprocher d'une guérison complète. Fatou était toujours aux côtés de la jeune fille, partageant chaque instant, chaque petit changement. La nuit tomba et le manoir était silencieux. Katia dormait. Ses yeux étaient fermés et son visage ne ressemblait plus à une statue sans vie mais à celui d'une personne vivante. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, Alejandro ressentit un sentiment de soulagement. « Ah Katia » murmura-t-il en caressant doucement les cheveux de sa fille. « Nous avons encore un long chemin à parcourir mais tu m'as déjà donné une raison de vivre. » Le lendemain, la famille Madame Castillo continuait de vivre dans une atmosphère d'espoir renouvelée. Katia n'était plus immobile. Ses yeux suivaient dans les mouvements autour d'elle. Parfois, sa main réagissait quand Amadou lui tendait le petit tambour ou lui tapotait doucement le dos. Alejandro restait à ses côtés, même s'il ne pouvait pas toujours être dans la chambre. Son travail ne s'arrêtait pas. Réunions et affaires importantes exigeaient son attention. Mais ces courts moments avec Katia lui faisaient sentir que la vie n'était plus la même. « Monsieur Castillo !» Une voix interrompit sa visioconférence. Alejandro leva les yeux et vit Javier entrer dans le bureau avec une pile de documents. « Que s'est-il passé ?» demanda Alejandro en relevant la tête. « Monsieur, les médias continueront de parler de la guérison miraculeuse de Katia, mais un problème est survenu, rapporta Javier. La communauté médicale commence à critiquer le traitement de Madame Fatou. Ils disent que sans intervention médicale traditionnelle, il n'aurait pas pu être efficace. » Alejandro resta silencieux, son regard reflétant des questions troublantes. « Je ne les laisserai pas détruire Madame Fatou. »« Nous n'abandonnerons pas. Je ferai tout pour la protéger. » Javier hocha la tête. « Compris. Mais le docteur Diego Torres a porté plainte contre vous pour les déclarations faites lors de la conférence de presse. »« Très bien, je m'en occuperai. » Alejandro pinça les lèvres. « Pour l'instant, Katia a besoin de moi. Laissons les procédures judiciaires suivre leur cours. Nous ne sommes pas des lâches. » À l'hôpital, le docteur Diego Torres ne supportait plus les critiques constantes. Chaque jour, l'attention des médias grandissait, et à chaque regard suspicieux, il se sentait de plus en plus acculé. Tout le monde commençait à le voir comme un imposteur qui négligeait ses patients par peur de nuire à sa réputation et de perdre ses sponsors. Alors qu'il sortait d'une réunion avec le conseil médical, un journaliste l'arrêta. « Docteur, pouvez-vous commenter la plainte déposée par M. Costello après la conférence de presse ?» Diego serra les poings et répondit froidement « Tout ce que j'ai fait, c'était pour la science. Monsieur Costello ne comprend pas ça. Il n'est qu'un millionnaire, pas un médecin. Je ferai tout pour prouver que j'ai raison. » Mais au fond de lui, Diego savait qu'il était en train de perdre. Ce n'était pas seulement sa carrière qui s'effondrait, mais aussi la vérité qu'il avait cachée si longtemps, l'existence d'un traitement qu'il avait choisi d'ignorer. Le lendemain, Fatou et Amadou continuèrent de s'occuper de Katia. La jeune fille réagissait plus fortement à la musique, en particulier aux chants africains joués dans sa chambre. Amadou ne la quittait jamais, l'aidant à chaque petit mouvement. Un soir, alors que les derniers rayons de soleil filtraient peints par la fenêtre, Katia tourna légèrement la tête et ses lèvres bougèrent. « T'es prête à... Papa, murmura-t-elle. Alejandro se figea, manquant de tomber. Il se précipita vers le lit et saisit avec anxiété la main de sa fille. « Katia, tu m'as appelé ? Tu parles vraiment ?» Katia sourit, ses yeux brillant mal et de vibrant, même si ce n'était qu'un peu. C'était la première fois en des mois qu'elle lui répondait ainsi. Alejandro la serra dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Il n'aurait jamais pensé ressentir quelque chose de si simple, mais en même temps si immense et sacré. Fatou observait depuis le seuil de la porte, les yeux pleins de compassion. Elle savait que ce n'était pas la médecine moderne qui avait ramené Katia, mais l'amour et la persévérance. Ces méthodes n'étaient pas de la magie, mais des leçons transmises de génération en génération, apprises dans les conditions difficiles de son enfance au Sénégal. Une semaine plus tard, Alejandro organisa une réunion importante avec le conseil médical. Il avait préparé des preuves convaincantes de la guérison de Katia, détaillant la méthode utilisée par Fatou pour montrer que la thérapie par le mouvement et la musique pouvait être efficace. Il avait également invité des experts de centres de réadaptation pour confirmer les progrès de Katia. Le scepticisme persistait dans la salle de réunion, mais après la présentation des nouveaux rapports, beaucoup commencèrent à douter de leurs positions antérieures. « Je ne veux pas discuter avec des experts », commença Alejandro, « mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ma fille est au seuil de la mort et que personne ne sait pourquoi.
Je ne demande qu'une chance d'essayer une autre méthode. Diego se leva, la voix pleine de défi. Croyez-vous vraiment que ces méthodes peuvent te sauver un cas aussi grave que le vôtre? Alejandro resta calme. Si vous voulez savoir, je le prouverai. Sinon, je ne vous forcerai pas. Le lendemain, Katia fut transférée dans un nouveau centre de réadaptation financé par Alejandro. Le centre était situé dans un environnement naturel, équipé non seulement de technologies modernes, mais aussi de thérapies combinant la musique, la lumière et des mouvements physiques doux. Katia se rétablit de jour en jour. Son corps devint plus mobile et ses réflexes revinrent comme par miracle. Fatou était à ses côtés, guidant Katia et Amadou, créant une atmosphère familiale comme s'ils étaient une famille. Alejandro se tenait près de la fenêtre de l'hôpital, regardant au loin. Peut-être avait-il enfin trouvé la foi en ce que la science ne pouvait expliquer. À cet instant, il ne ressentait ni peur ni fatigue, seulement la paix. « Tu as gagné, Katia, et moi aussi. » Le printemps à Madrid n'arriva pas avec sa hâte habituelle. La neige avait fondu, mais l'air restait froid, et un ciel gris recouvrait encore la ville. Cependant, quelque chose avait changé au manoir Costello. Katia, la fille d'Alejandro, se rétablissait miraculeusement, et bien qu'on ne puisse pas dire que tout allait parfaitement bien, elle n'était plus une statue sans vie, mais revenait progressivement au monde. Depuis le seuil de la porte, Alejandro observait Katia faire des exercices avec Amadou. Le garçon n'était plus seulement un aide, mais était devenu un compagnon indispensable dans son processus de guérison. Chaque matin, il aidait Katia avec des exercices de mobilité, massait ses membres et parfois ils écoutaient ensemble les mélodies que fredonnait Fatou. Alejandro entra dans la pièce et vit Katia essayer de lever le bras. Ses yeux n'étaient pas encore entièrement focalisés, mais la lumière y était revenue. Sa main tremblait alors qu'elle tentait d'atteindre le petit tambour qu'Amadou portait toujours avec lui. Katia murmura « Amadou, tu peux le faire. Crois simplement en toi. » Alejandro s'approcha et s'assit à côté de sa fille. Il ne pouvait détacher son regard d'elle. Son cœur était plein d'espoir, mais en même temps, il ressentait une certaine peur. Malgré tout, il n'arrivait toujours pas à croire que cela se passait juste devant lui. Katia dit doucement « Tu y arrives, tu reviens à la vie. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais sa main bougea de nouveau, cette fois avec plus de force. Ses yeux s'ouvrirent tout complètement et rencontrèrent ceux de son père. « Fampalezonch, contre ton papa » murmura-t-elle. Alejandro ne put contenir ses émotions et serra sa fille fort dans ses bras, non pas de douleur, mais parce qu'il savait que Katia se battait et gagnait, pas à pas. À cet instant, il n'était plus un millionnaire ou un homme influent. Il était juste un père qui voyait sa fille renaître. « Tu n'es plus seul. Je serai toujours à tes côtés. » Fatou se tenait sur le seuil, observant la scène avec des yeux remplis d'émotion. Elle savait que tout ce qu'elle faisait ne serait pas accepté par tout le monde, mais cela ne la dérangeait pas. L'important était que Katia revenait à la vie, et c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait offrir. Les jours passèrent, mais personne au manoir Costello n'eut l'impression qu'ils étaient vains. Katia continuait de progresser. Chaque jour, ses mains bougeaient plus librement, et ses jambes, bien qu'encore instables, faisaient de légers cropas. De petits signes, mais remplis de merveilleux. À l'hôpital, Diego Torres, suspendu de ses fonctions, ne trouvait pas la paix. Tout autour de lui s'effondrait. La presse l'attaquait constamment et d'autres médecins commençaient à douter de sa compétence. Il ne pouvait pas dormir la nuit, craignant que ses secrets ne soient révélés. Un matin, Diego reçut un appel d'un numéro inconnu. Il hésita avant de répondre. Une voix à l'autre bout du fil dit « Nous devons parler de Katia, de ce que vous avez fait. »« Qui est-ce » demanda Diego, tendu. « Quelqu'un qui veut vous aider. Nous pouvons résoudre ça ensemble. » Il entendit un léger rire, suivi d'un silence inquiétant. Diego sentit que quelque chose n'allait pas. « Comment savoir que vous ne me voulez pas de mal ?» demanda-t-il, de plus en plus agité. « Pourquoi ? Si je le voulais, il serait déjà trop tard. Je vous conseille de me rencontrer. Ne tardez pas. » Les noms de Fatou et Amadou n'étaient plus de simples rumeurs. Ils étaient là maintenant une menace directe et il comprit que s'il n'agissait pas, il n'aurait pas d'autre chance. Le lendemain, au manoir Costello, pendant que Fatou et Amadou aidaient Katia avec ses exercices, Alejandro reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit et une voix à l'autre bout du fil dit « Monsieur Castillo, je veux vous parler de Katia. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais si vous voulez tout régler rapidement, je peux vous aider. » Alejandro marqua une pause avant de répondre « Qui êtes-vous » ? Quelqu'un qui peut vous aider, mais j'ai besoin d'une rencontre personnelle dans un lieu où vous vous sentirez en sécurité.
Alejandro ressentit de la méfiance, mais ne put s'empêcher de penser aux affaires non résolues et aux ombres qui hantaient encore sa famille. S'il voulait que Katia se rétablisse complètement, il devrait affronter la vérité. « D'accord, répondit-il. Rencontrons-nous. » Le lendemain, Alejandro se rendit dans un petit café en ville, le lieu de rendez-vous. À l'intérieur, il n'y avait personne, à l'exception d'un homme d'âge mûr, habillé simplement, mais avec un regard froid et pénétrant. « Bonjour, monsieur Castillo, » dit l'homme d'une voix douce mais ferme. « Je sais que vous voulez protéger votre famille, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. » Alejandro s'assit, sans quitter l'homme des yeux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sérieusement. « Quelqu'un qui vous aidera à découvrir les secrets que le docteur Torres a cachés. » « Je sais exactement qui a aidé Katia à guérir. » Alejandro plissa les yeux. « Continuez. » L'homme sourit légèrement et dit calmement « Ne laissez pas l'orgueil de la médecine moderne vous aveugler. Ce garçon, Amadou, ne l'a pas seulement aidé, il est la vie même de Katia. » De retour au manoir, Alejandro était assis seul dans son bureau, en proie à des pensées troublantes. La rencontre lui avait fait sentir que l'enjeu était bien plus grand que l'argent et le pouvoir, quelque chose qu'il avait longtemps ignoré. La foi en les gens et en ce qui ne peut être expliqué par la théorie médicale. Diego devait payer et il ne laisserait pas la vérité rester cachée. À l'hôpital Gregorio Marañón, Diego était assis dans son bureau, passant en revue les rapports falsifiés qu'il avait compilés pendant des années. Chaque lettre, chaque chiffre était un mensonge, inventé pour protéger sa carrière et son financement. Mais maintenant, il ne trouvait plus la paix. La porte s'ouvrit. Sofia, la jeune infirmière qui l'avait assistée pendant de nombreuses années, entra avec une expression inquiète. « Docteur Torres, les rapports que vous avez cachés ont été rendus publics. Le conseil médical enquête. » Diego leva la tête, le regard froid. « Sofia, tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma carrière, pour la science. »« La science n'est pas faite pour cacher des choses ou utiliser les gens, » répondit fermement Sofia. « Vous avez privé de nombreux patients d'espoir, en particulier Katia. » Diego se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors. Il réalisa que tout lui échappait. Tous les secrets, tous les mensonges faisaient enfin surface. « Je ne laisserai pas un enfant pauvre et une mère immigrée tout détruire, » dit froidement Diego. « Ils ne méritent pas leur place dans la médecine moderne. » Sofia le regarda avec déception. « Souvenez-vous de ça, docteur Torres. Vous vous êtes engagé vous-même sur cette voie. » Diego ne répondit pas. Il savait que cette fois, personne ne pourrait le sauver. Une semaine s'écoula. Katia avait fait des progrès remarquables. Elle pouvait maintenant s'asseoir sans aide, tenir des objets et les porter à sa bouche comme un enfant normal. Elle ne pouvait pas encore parler clairement, mais ses yeux brillaient et elle souriait parfois en voyant son père. Alejandro ne pouvait contenir son bonheur en regardant Katia. Bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir, il sentait clairement que sa fille revenait. Peut-être pas complètement, mais elle pouvait de nouveau interagir avec le monde qui l'entourait. Un après-midi, alors que Fatou et Amadou étaient assis près du lit de Katia pour l'aider avec ses exercices de mobilité, Alejandro entra dans la pièce. Il vit Katia tendre la main vers le tambour qu'Amadou utilisait pendant leur séance. « Katia » dit-il en s'approchant du lit. Katia tourna la tête vers lui, les yeux brillants. Bien qu'elle ne puisse pas encore dire grand-chose, son regard disait tout. « Papa » murmura-t-elle. Alejandro ne put se retenir. Il s'assit à côté de sa fille et la serra fort dans ses bras, les yeux remplis de larmes. « Tu m'as appelé, Katia ? Tu es de nouveau vivante ?» Fatou se tenait sur le seuil, émue par la scène. Elle sentait un changement dans l'air, quelque chose de différent chez Alejandro aussi. Elle savait qu'il y aurait de nouveaux défis à venir, mais avec la foi et l'amour, tout était possible. Pendant ce temps, à l'hôpital, Diego fit face à un tournant inattendu. Le conseil médical décida d'ouvrir une enquête officielle sur ses activités frauduleuses. La presse ne cessait de rapporter ses agissements inacceptables, les cas dissimulés et les rapports falsifiés créés pour protéger sa réputation. Diego était assis dans son bureau, les mains tremblantes, tenant les documents de l'enquête. Les mots de Sofia résonnaient encore dans sa tête. La science n'est pas faite pour cacher ou utiliser les autres. Et maintenant, tout était révélé. Dans son bureau, Alejandro ne quittait pas des yeux le rapport d'enquête sur le docteur Torres. Il demande une réunion officielle pour examiner l'ensemble du cas de Katia, afin de parvenir à une conclusion formelle selon laquelle la méthode de Fatou était efficace et avait une base scientifique, même si elle ne correspondait pas aux normes traditionnelles. Enfin, il vit ce qu'il attendait depuis si longtemps, des preuves convaincantes du succès d'une thérapie sans médicaments. Fatou entra avec un dossier, le posa sur le bureau et dit calmement « Je n'ai pas besoin de preuves,
Mais je continuerai à faire ce que je fais pour Katia et pour tous ceux qui ont besoin de nous. Alejandro la regarda avec une profonde gratitude. Je ferai tout pour vous protéger. Nous nous battrons ensemble. Dans les jours qui suivirent, Diego ne se montra plus à l'hôpital. Son nom fut officiellement radié et les articles continuèrent de dénoncer chacune de ses actions. Le médecin corrompu avait payé le prix. Mais pour Alejandro, le plus important était que Katia, sa fille, était enfin de nouveau vivante. La leçon de cette histoire est donc claire. La foi en les gens et l'amour peuvent qu'étant guérir des blessures profondes que la médecine ne peut pas toujours soigner. Malgré sa maladie, Katia a survécu grâce à la persévérance, à l'amour d'une mère et à l'aide de cœurs sincères. Cette histoire nous rappelle que la vérité et la justice triomphent toujours de la tromperie et de l'intérêt personnel. Parfois, les méthodes les plus simples accomplissent les plus grands miracles. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de partager des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien.